Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de Bologne. Et particulièrement, je vous donnerai mes 10 favoris et je vous analyserai le parcours. Le parcours de cette année est plutôt pauvre pour faire des écarts pour le classement général. On aura deux étapes de sprint, trois étapes de sprint, deux au début, deux étapes qui décideront du classement général qui seront en punch, une étape du contre-la-montre qui certainement va donner les hiérarchies dans cette épreuve avant de terminer sur une étape de plat. Alors on va commencer par mes 10 favoris. Alors j'en ai mis 2 en 5 étoiles. Je mets Richard Carapaz. Bien sûr, l'équatorien de la Ineos va certainement se mettre en valeur sur cette épreuve. Alors, les côtes qui sont punchy ne l'avantagent pas forcément, mais il sera dans les emballages finaux des plus grandes étapes pour le classement général. Et il pourra creuser les écarts et remporter l'épreuve sur le contre-la-montre car c'est un énorme grimpeur et rouleur. Ensuite, mon deuxième coureur en 5 étoiles, c'est Bao. Le coureur basque a une épreuve conçue exceptionnellement pour ses capacités. En effet, c'est un grimpeur mais super bon puncher. Il était réputé avant pour les efforts courts, mais il est très bon aussi sur les montées plus longues. Mais là, le parcours est extrêmement bien pour lui, avec aussi le contre-la-montre alors que c'est un super rouleur, peut-être l'un des meilleurs du peloton actuellement, et il pourra créer les écarts sur toutes les étapes de ce Tour de Pologne. Alors, l'autre coureur 4 étoiles, j'en ai parlé, c'est Mauro Schmidt. Le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl sort d'un Tour de Baloise victorieux. Il a gagné en effet avec les Golden Kilomètres, mais a montré son très bon punch et un très bon contre-la-montre. Toutes les qualités nécessaires pour le Tour de Pologne. Donc il va être très très redoutable, sachant que ce sera aussi lui le leader de son équipe, co-leader avec Maurice Van Sandevenant, mais leader je pense car c'est ses capacités moins pour Mauri Van Sandevenant. Et les deux 4 étoiles, c'est deux petits pépites du cyclisme mondial et qui vont commencer à se révéler de plus en plus et devenir les meilleurs coureurs du monde dans les années à venir. Je continue avec un coureur, et j'ai mis qu'un coureur dans les 3 étoiles, c'est Richie Porte, le coureur de Ineos Grenadiers. J'aurais certainement pu le mettre dans les 5 étoiles, mais avec son âge vieillissant et ses performances très irrégulières cette année et les dernières années, je préfère le mettre en 3 étoiles. Et avec la concurrence aussi de son équipe, je pense qu'il pourrait s'en sortir très bien sur le contre-la-montre, pourquoi même le gagner. Mais il est arrivé peut-être punchy, j'ai peur qu'il lâche, malgré que ce soit quand même des qualités qu'il a. Avec son âge vieillissant, ce sera compliqué de tenir et certainement ne jouera pas la carte Richibort dans l'équipe Ineos Grenadier. Le dernier coureur 2 étoiles, c'est Quinten Hermans, le leader de la Wanty Group Cobert, qui sort d'une étape victorieuse sur le Tour de la Baloise et qui finit troisième du général, va trouver un terrain parfait pour lui, lui qui l'avait déjà fait cette épreuve l'année dernière en terminant à la 13e place du général. Il y aura des étapes punchy, c'est parfait pour ses qualités. Maintenant, à voir s'il réussit à battre les meilleurs. Ensuite, pour les coureurs 2 étoiles, j'en ai pris 3. Et bien sûr, j'ai mis Sancho Higuita. Le coureur colombien de la Bora Hansgrohe part comme un leader de cette équipe et aura un parcours qui lui convient très bien car c'est un énorme puncher, enfin un énorme grimpeur qui est très bon dans les efforts très intenses. Mais malheureusement, avec le contre-la-montre, il risque de perdre énormément de temps, sachant qu'il est très mauvais sur l'exercice contre la métrique. Le coureur colombien qui met son programme en marche pour faire la Vuelta sera très redoutable néanmoins sur les étapes punchy. On enchaîne avec Mike Tennyson, le coureur de la Jumbo-Visma. Alors ça, c'est pas encore habituel pour les classements généraux, mais le parcours prête plutôt bien à ses capacités, lui qui avait fait un très bon Tour de Norvège l'année dernière et cette année. En effet, c'est un sprinter qui passe très très bien les bosses, donc il sera redoutable sur les deux arrivées punchy.
malgré qu'il soit barré sur les sprints purs parce qu'il y a Olaf Koy, mais il devrait se mettre en valeur sur les arrivées punchy où il pourra même gagner les étapes s'il réussit à suivre les meilleurs. Ensuite, on peut mettre Diego Ulissi. Alors, il y a 3 leaders qui se dégagent chez UAE. Il y a Marc Hirschi, Diego Ulissi et Davide Formolo. Mais j'ai pris Ulissi car Formolo, souvent, il a un rôle de coéquipier. Et Hirschi sort d'un Tour de France désastreux où il était blessé et il est très très loin de sa forme. Donc je pense que Diego Ulissi sera le leader. En plus, l'année dernière, il a fait 3ème du classement général, ou 4ème. Et il est très redoutable sur les arrivées. Pour le punch, il a une très belle pointe de vitesse et pourra se mettre en valeur sur les étapes. Malgré son manque dans les contre-la-montre, il devrait quand même bien figurer au classement général. Et maintenant, on passe sur les coureurs 1 étoile. Alors j'ai pris Antonio Tiberi, l'Italien qui a remporté récemment une étape du Tour de Hongrie, s'avance comme son leader de son équipe, la Trek Segafredo, et comme un très gros rouleur. Néanmoins, on l'a pas vu très performer sur les courses World Tour, malgré que l'année dernière il était 13ème au général avant d'abandonner la dernière étape. Il pourra se mettre en valeur sur le contre-la-montre et mettre ses capacités de punch dans les étapes pour le classement général. Le dernier que j'ai mis dans ma liste, c'est Samuele Battistella, le coureur italien de la Astana qui s'est révélé cette année, notamment avec un très bon Tour de la Provence en terminant 7ème. Il a un très bon contre-la-montre et aussi il grimpe plutôt bien, donc c'est parfait combo pour cette épreuve et je pense qu'il pourrait faire un top 10 au classement général s'il est épargné par les chutes, par les blessures, ce qu'il a bien handicapé cette saison. Donc on a fini sur l'analyse des 10 favoris et mes 10 favoris pour le classement général. On passe à l'analyse des parcours. Les 2 premières arrivées, c'est des arrivées au sprint. La première, c'est une arrivée à Lublin. La deuxième, je ne tenterai pas pour le nom. Mais j'ai regardé la start list qui est plutôt belle pour les sprinteurs. Et j'ai dégagé 3 sprinteurs qui, pour moi, vont se battre et vont chercher les victoires. Alors, c'est plutôt surprenant, mais j'ai écarté Arnaud Démare, Mark Cavendish, Pascal Ackermann, car je les trouve qui... alors, il y en a qui sont en méforme, il y en a d'autres qui marchent moins sur les courses par étapes, et il y en a d'autres qui ont du mal à se placer ces dernières années, comme Mark Cavendish cette année, je trouve. Alors, j'ai sorti Olaf Koy, le sprinter néerlandais de la Jumbo-Visma, a gagné énormément de fois cette année, notamment sur le circuit de la Loire et le ZLM Tour, qu'il a gagné en plus le classement général final. Il sera redoutable et la Jumbo-Visma compte sur lui car Mike Nielsen jouera les étapes plus punchy. Ensuite, j'ai mis Phil Bauhaus. Lui, c'est un habitué des sprints ces dernières années. Il avait gagné l'année dernière sur le Tour de Pologne. Il avait été le meilleur sprinter pur de la compétition l'année dernière, malgré que c'est pas lui qui a remporté le classement par points. Il aura fort à faire, mais il reporte plusieurs fois des étapes sur les courses par étapes. Et pour moi, ce sera un gros finisher, sachant qu'en plus, ça sera le leader de son équipe. Ensuite, et le troisième que j'ai mis, c'est Caden Groves. Le sprinter australien s'est révélé cette année avec plusieurs victoires, dont une sur le Tour de Catalogne, une sur le Tour de Turquie, une sur le Tour de Oman. Il est très redoutable et a franchi un cap cette année. Et pour moi, il va remporter une étape cette année. Et on peut rajouter un quatrième coureur qui pour moi pourra gagner une étape mais il ne sera pas placé sur les autres finish au sprint pur. Ce sera Mark Cavendish parce que pour moi il a un placement désastreux ces dernières courses. Mais il pourra en gagner une s'il se base bien car c'est un très bon sprinter malgré son âge vieillissant. Après 2 sprints massifs, on va assister à un changement de leader. En effet, sur cette étape 3 que je classe comme l'étape reine, malgré un dénivelé très faible qui est à 1400 mètres de dénivelé positif, on assistera dans les 29 derniers kilomètres à 3 côtes très très pentues. On aura la première côte Stolka de 3 km à 5,2%. Elle va écrémer et faire péter les sprinters purs, mais on assistera à aucune étape.
on n'assistera à aucune attaque des favoris. La deuxième côte, c'est la plus dure de la journée, c'est 2 km 1 à 9,2%. On va citer à des attaques. Il n'y aura plus qu'un groupe de 20 coureurs, je pense, après. Et la dernière côte pour assécher tous les coureurs à de 2 km 5 à 6,7%. Malheureusement, après, ça ne sera pas une arrivée en bosse, donc on aura une descente et 17 km de plat. Je pense qu'on va assister à un sprint d'une dizaine de coureurs, mais ça sera un changement de leader à coup sûr. Après, à l'étape 4, on va assister à une nouvelle étape pour le classement général. Elle a un fort dénivelé positif, mais elle n'est pas très très dure. On aura la dernière côte à 16 km de l'arrivée qui est assez roulante et qui est assez longue. Ce sera certainement un groupe d'une trentaine, 25aine de coureurs qui va se disputer la victoire. L'étape 5 qui est classée comme plate par les organisateurs, mais je trouve qu'elle est très très intéressante avec un fort dénivelé positif dans tous les premiers kilomètres. Avant la dernière bosse qui est à 12 km de l'arrivée, c'est la côte qui est la plus proche du final dans toutes les étapes. Elle fait 1,7 km à 7,4%, elle est hyper pendue et je pense que là on va assister à beaucoup d'attaques. Et ce sera la dernière étape pour creuser des écarts sur des étapes en ligne. Et je pense que là on aura un groupe de 10 coureurs. Ça sera moins que les deux autres, malgré que logiquement elle serait moins dure. Mais je trouve que celle-là elle va faire un sacré écrémage. Et l'étape 6, qui est peut-être même elle, l'étape reine de cette épreuve, c'est un chrono de 15 km 800. Ça sera une montée longue et régulière avec une première bosse de 2 km 1 à 5,8% et avant la dernière montée finale de 2 km à 6,1%. Ça va monter du début jusqu'à la fin. Ça va être un grimpeur rouleur qui va gagner et ça va certainement terminer et éclaircir et affiner le classement général final de l'épreuve, car la septième et dernière étape qui se finit à Cracovie est plate. Enfin, les premiers kilomètres sont très très pentus avec deux côtes, mais tellement loin, éloignés de l'arrivée que personne ne se tentera à attaquer dans les coureurs à classement général. Donc on va résolument arriver à un sprint final dans la dernière étape pour les coureurs que j'ai cités dans les premières étapes au sprint. Alors voilà, pour moi ça va être une épreuve avec très peu d'écart au classement général, où les écarts seront créés avec l'étape du contre-la-montre. Je suis un peu déçu du parcours, comme je pense beaucoup de suiveurs du vélo, car il n'y a aucune arrivée au sommet, et ça va moins inciter les coureurs à attaquer. Mais malgré tout, on verra, c'est une étape World Tour, donc logiquement, les meilleurs vont se battre pour l'attraper. Et c'est une course très très réputée dans le milieu du cyclisme. Du coup, merci à tous. On va certainement peut-être se retrouver pour la Classica San Bastian. Je vais peut-être vous dire mes favoris pour cette épreuve. Je suis pas encore sûr. Mais en tout cas, merci à tous et n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à lâcher un like et commenter car j'aime beaucoup communiquer avec des fans de vélo. Merci à tous. Au revoir.